Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci de répondre à mes questions dans ce studio ce matin. Vous êtes professeur de criminologie, vous êtes responsable du pôle sécurité, défense, renseignement au Conservatoire des arts et métiers. Et la question de l'engrenage, la question d'un tournant se pose ce matin avec ces décisions de plusieurs pays occidentaux, dont les Américains et les Allemands, d'envoyer des chars lourds à l'Ukraine. La France hésite. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un point de bascule ? Alors je ne pense pas qu'on est dans un point de bascule au sens de tout va changer tout d'un coup, car depuis des mois et même des années d'ailleurs, car cette guerre a 9 ans et pas presque un an, les Occidentaux préparent, arment, forment et fournissent à l'Ukraine des armements, soit des armements soviétiques redistribués des anciens pays du pacte de Varsovie qui sont déjà entrés dans l'OTAN, notamment la Pologne, soit réparent, maintiennent et upgrade, modernisent le parc vieillissant des 1000 chars que l'Ukraine avait hérités de l'ancienne URSS et de la partie historique. L'armée ukrainienne disposait de 4 fois plus de chars que l'armée française. Et elle ne les a pas ni démantelés ni détruits, elle les a stockés, comme les Russes le font d'ailleurs. Puisque, comme vous pouvez le voir, c'est une guerre de vieux matériels qui ont 50, 60, 70 ans. Les chars dont on parle, le Léopard 2, c'est un char des années 70, produit dans les années 80. Le Abrams, c'est un char des années 80 qui est en place depuis les années 90. Mais ce sont des chars qui surclassent le matériel russe. Aujourd'hui, l'Ukraine a perdu 400 chars détruits par les Russes et en a récupéré 600 que les Russes ont dû abandonner sur le champ de bataille. La Slovaquie et la Tchéquie réparent les chars ukrainiens. Donc il y a déjà une organisation, donc il y a déjà des chars lourds une sur reconstitution. Le terrain, et il y a déjà un mouvement sur le terrain. Oui, et puis surtout, il y a ce dont on ne parle pas, les véhicules de l'avant blindé, les véhicules de transfert d'infanterie, les véhicules qui permettent aux Ukrainiens équipés de missiles anti-chars de détruire les chars russes. Donc il y a un phénomène déjà d'intégration de l'Ukraine dans une logique qui est la reconstitution du pacte de Varsovie à l'envers. Tous les anciens pays du pacte de Varsovie disposant d'équipements russes compatibles avec les anciens équipements ukrainiens qui ne disposaient quasiment d'aucun armement occidental avant la guerre, disposent aujourd'hui des armes offensives ou contre-offensives russes reconditionnées, modernisées, récupérées, et de nouveaux matériels anti-chars, notamment les javelins, de nouveaux drones, notamment turcs, ce qui est un des paradoxes de cette guerre, c'est les alliances à géométrie variable dans la fourniture des équipements, ce qui leur a permis de tenir, de résister et de lancer déjà une contre-offensive. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Alain Boer, on va essayer de comprendre aussi d'ailleurs ce que ça pourrait changer en termes de front, de déplacement du front, d'offensive sur le théâtre de guerre. Mais qu'est-ce que ça change aussi pour nous ? C'est-à-dire la décision américaine annoncée par Joe Biden hier d'envoyer des chars, la décision des Allemands d'autoriser le départ de ces chars. D'abord, essayer de comprendre. Les Américains, est-ce qu'ils envoient vraiment des chars ou est-ce qu'ils envisagent d'envoyer ? C'est-à-dire non, ils vont les envoyer 31 chars Abrams. Alors ça va mettre un certain temps. D'abord parce que le char Abrams ne se transporte pas aussi facilement, ni en avion, ni sur route. Un char de plus de 60 tonnes sur une autoroute, ça fait beaucoup de dégâts, ça nécessite énormément de kérosène. Et puis, pour vous donner un exemple, les 12 chars Leclerc... On les voit à l'écran, d'ailleurs, pour ceux qui regardent sur BFM TV, on voit le char Abrams. Oui, que nous avons envoyé en Roumanie. D'abord, il a fallu en envoyer 14, parce que la maintenance fait que 40% des chars sont toujours en maintenance. Et il a fallu envoyer 200 hommes pour les maintenir en conditions opérationnelles. Si vous donnez une idée de l'ampleur de ce que représente l'envoi d'un char, d'un escadron de chars. C'est que quand on dit, déjà il faut, la France n'en est pas encore là, mais quand on dit comme les Américains, on a pris la décision d'envoyer des chars, entre ce moment-là et le moment où le char se retrouve vraiment sur le terrain, il se passe combien de temps ? Plus vite, probablement 6 semaines et normalement 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. Et qu'en est-il des chars allemands ? Alors eux, ils sont là, à proximité. D'abord, depuis des semaines, les Polonais prépare les Ukrainiens à la conduite du Léopard 2 dont ils disposent. C'est-à-dire les Polonais qui ont ouvert la voie au transfert. Ça fait des mois que les Polonais proposent de fournir à l'Ukraine des chars et des avions russes et des chars russes, mais aussi des chars Léopard. Ça, c'est les chars Léopard. Pour ceux qui regardent BFM TV, voici les chars Léopard. Et alors, ils sont plus facile à conduire qu'on ne le pense. C'est-à-dire que c'est pas plus dur de conduire une Twingo qu'une Ferrari. Il y a toujours un volant, des vitesses, etc. C'est beaucoup plus dur de la maintenir en état opérationnel. Donc la question qui est posée, c'est pas seulement de permettre aux Ukrainiens de disposer
de 1, 2, 3, 4... Vous disiez que 40% en permanence c'est la maintenance. du parc de chars sont en maintenance. C'est de plus en plus moderne, donc c'est de plus en plus fragile. Et c'est une partie du problème. Ces chars sont surplombent les chars russes des T-72 et T-80 dont les Ukrainiens disposent déjà en partie. Mais surtout, ils sont d'une vulnérabilité, d'une sensibilité extrême. Récemment, un des responsables de l'aviation expliquait que quand on faisait voler un Mirage F1, il fallait 10 personnes plus un pilote, un Mirage 2000, 20 personnes plus un pilote, un Rafale, 40 personnes plus un pilote. Les chars, c'est pareil. Plus c'est moderne, plus c'est technologiquement avancé, plus ça consomme de l'équipement, de la maintenance, du soutien et donc une nécessité de former les gens. Alors les Polonais, contrairement à ce que tout le monde pense, ont déjà formé, et donc les premiers régiments, les premiers escadrons, pelotons et escadrons de chars Léopard 2 polonais vont pouvoir traverser la frontière extrêmement vite avec des Ukrainiens en maintenance et en support. Je précise par exemple que les canons César aujourd'hui en Ukraine sont réparés par des spécialistes de machines agricoles. Parce que les Ukrainiens sont très bons en machines agricoles, ils sont très débrouilles. Et que c'est pas si différent. Et que c'est pas si différent. Mais on en a déjà un en rade de canon César sur les 18 envoyés parce que à force, de surutilisation, ça s'abîme et puis éventuellement ça s'arrête. On a compris la première partie, c'est-à-dire la question de la traduction concrète sur le terrain des décisions américaines et allemandes. Maintenant, il y a deux choses que je voudrais comprendre. C'est ce que ça implique en termes d'engagement dans la guerre, et puis le rôle de la France. Puisqu'on le sent bien, la France, elle est sur un fil, elle hésite. C'est d'ailleurs les propos d'Elisabeth Borne hier à l'Assemblée. Écoutez. Nous entendons les demandes du président et du gouvernement ukrainien. Rien n'est exclu et nous sommes mobilisés pour les soutenir dans la durée. Pour notre aide militaire, nous voulons respecter 3 principes. Le premier, comme l'a indiqué le président de la République, c'est que notre aide ne doit pas provoquer d'escalade. Personne n'y aurait à gagner, et surtout pas l'Ukraine. Le second, c'est que notre aide doit être utile et efficace rapidement. Enfin, nous ne devons pas et nous ne voulons pas affaiblir significativement nos propres capacités de défense, en particulier les plus critiques. En réalité, quand elle dit 3 principes, on comprend que c'est 3 craintes. Et notamment la première d'entre elles, ne pas provoquer d'escalade. Alors, il faut savoir que depuis le début du conflit, il a été décidé que la guerre se passerait en Ukraine et seulement en Ukraine, et que l'armement occidental serait même bridé pour éviter qu'il puisse atteindre la Russie. En fait, le paradoxe, c'est que l'Alliance Atlantique sanctuarise la Russie pour éviter que la guerre se propage en Russie, alors que la Russie est l'agresseur. C'est la première guerre où on n'a pas le droit d'attaquer l'agresseur, mais uniquement de se défendre sur son territoire. Et les Américains font en sorte que leurs propres missiles soient bridés pour éviter de 20 km, pour éviter qu'ils tombent trop de l'autre côté de la frontière. Ce qui commence d'ailleurs à frustrer Volodymyr Zelensky. Qui demande des missiles de plus longue portée, etc. Donc pour l'instant, on n'envoie que du matériel défensif. Et paradoxalement, la bataille de chars qui pourrait avoir lieu, d'abord, probablement ne peut pas avoir lieu dans le Donbass, dont la géographie est incompatible avec l'usage efficace des chars, mais plutôt dans le sud. Ce serait donc une contre-attaque sur la zone pour couper en deux la zone occupée par les Russes aujourd'hui qui protège la Crimée. Donc ça, l'idée, ce serait d'enfoncer la ligne de front au sud, mais pas celle au nord où aujourd'hui la bataille la plus farouche a lieu. Donc les chars. Mais sur le mot escalade, le mot qui est prononcé par Elisabeth Borne, elle dit nous avons 3 principes, je les rappelle, que moi je comprends comme des craintes, c'est-à-dire ce qui retient la France pour l'heure d'envoyer ses chars, ce sont donc ces 3 principes. 1, ne pas provoquer d'escalade. 2, que cette aide elle soit utile et efficace rapidement. Et 3, que nos propres capacités militaires ne soient pas trop affaiblies. Je m'arrête vraiment précisément sur chacun des 3 points. Même si on ne craignait pas, non mais on va commencer à l'envers. On les a pas les chars. Ah donc en fait, le troisième point, ne pas affaiblir, on a 400 chars. On les a pas. Il y en a 226 qui sont encore présents. Sur les 226, il y en a moins de 200 qui sont opérationnels. Nous n'avons pas les moyens d'envoyer des chars, pas plus qu'on a les moyens d'envoyer plus de canons. Ça, c'est les chars Leclerc. On les aura vraiment tous vus. Celui qu'on voit là sur BFM TV, ça, c'est les nôtres, c'est nos chars Leclerc. C'est nos chars Leclerc. Donc on en a 200 opérationnels. Oui, un peu moins même. Et on en a envoyé 12 en Roumanie. On sait déjà l'ampleur de ce que ce déplacement pour protéger l'OTAN, un pays membre de l'Alliance. Si je vous écoute, c'est tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 3 semaines qu'on débat des chars. Oui. On est au moment où on sent bien que la pression monte pour les envoyer, mais en réalité, la vérité, c'est que on est à l'os, comme dit Pierre Lelouch, par exemple, l'ancien. Comme les canons César. Les autres canons, on a envoyé ceux qu'on avait vendus au Danemark, avec la
bienveillance des Danois. Donc c'est un problème Donc on n'a même pas envoyé les Il nôtres, n'y a quoi. pas de stock. Il n'y a pas de stock. Et les AMX-10 qu'on a envoyés, qui sont des petits chars, des véhicules blindés à roues. Mais c'est terrible, on a l'impression que le roi est nu. Il y a un très bon rapport parlementaire sur la guerre de haute intensité, expliquant qu'avec zéro stock, zéro munitions et le fait que le ministère des Finances, depuis 40 ans, a détruit, pour des raisons comptables et au nom de la globalisation heureuse et du monde bienveillant, il n'y a plus que des clients et des fournisseurs ni alliés ni ennemis, et évidemment pas de guerre, parce que ça ne peut plus exister depuis la chute du mur de Berlin. Nous n'avons plus d'armée, malgré les efforts désespérés des militaires eux-mêmes, disant le général de Villiers notamment. Le général de Villiers qui a été quand même limogé pour ça, on peut le dire. Limogé pour avoir dit la vérité. Pour avoir dit que l'armée n'avait pas les moyens de ses ambitions. Plus les moyens, non seulement de ses ambitions, mais de défendre le territoire. Donc le même Emmanuel Macron qui, au début du premier quinquennat, a donc renvoyé le général de Villiers sur ce point-là, est aujourd'hui en train, en urgence, d'augmenter les budgets militaires. Oui, mais du coup, il doit répondre à tout. Pas de stock, modernisation accélérée, besoin très important. Il y a une activité où le ministre Lecornu, comme le ministre Le Drian, se sont mis véritablement à la tâche, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du tableau Excel pour entrer dans investissement, etc. Sauf que relancer une ligne de production de chars César, de chars Leclerc, qui est fermée quand même depuis 15 ans, etc., c'est il faut rouvrir les lignes de production. Et on essaye d'avoir un jour un char en 2040, peut-être, franco-allemand, ce qui est une bonne idée, sauf que les Allemands se battent entre eux sur quel type de char ils veulent produire. Alors les Allemands en ont produit des milliers et ils sont largement répandus en Europe, ils sont à disposition, ils sont proches des frontières et les Ukrainiens sont capables de les construire vite. Donc pour répondre à vos trois questions, je vais terminer par escalade. Je vais terminer par escalade. Réticence du gouvernement et d'Emmanuel Macron. C'est pas possible donc, vite. Ne pas affaiblir. Ça, on a bien compris qu'en réalité, elle est déjà affaiblie. Malheureusement, notre ça armée. Sera ni vite ni rapide. Ils avaient dit si c'est une aide utile, efficace et rapide, ça vous dit ça ne sera pas le cas. Donc en réalité, c'est une manière de dire nous ne les enverrons pas. On enverra peut-être 12 chars pour dire qu'on les a envoyés, mais le temps qu'ils soient envoyés, qu'ils traversent, l'OTAN vient d'expliquer qu'il y avait un vrai problème de voies routières, de passage de frontières et d'absence de trains de fret pour transporter tout ça. D'accord, donc sur trois principes, il y en a déjà deux. Alors, le troisième est le principe politique. Mais le principe politique, c'est l'escalade. Voilà, on a l'histoire de sa géographie, on a la politique de ses moyens. Donc là, il n'y a pas de moyens. Donc après, la politique sur l'escalade, c'est la question de comment la Russie va-t-elle déterminer le niveau d'acceptabilité ou pas de la montée en puissance de l'Union européenne et surtout de l'Alliance Atlantique dans cette affaire. Et c'est eux qui ont la main. Alors pour l'instant, ils n'ont toujours pas déclaré que nous étions partis au conflit, malgré les livraisons d'armes, les annonces, les rodomontades, la nucléarisation, ils vont tous brûler sur le terrain et j'en passe. Au contraire, il n'y a toujours pas eu même l'impact que pourrait avoir parce que pendant ce ces chars. Ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas en tout cas prendre prétexte de cet envoi de chars pour considérer que nous sommes co-belligérants. Oui, alors on s'appelle parti au conflit parce que co-belligérant a disparu du droit international depuis longtemps, même si c'est une habitude. Mais dans la réalité, ils n'ont toujours pas décrété que nous étions en guerre avec la Russie, même si la ministre allemande des Affaires étrangères a fait un petit lapsus malencontreux en expliquant dans une émission qu'on faisait la guerre à la Russie, entre guillemets. Donc, j'ai cru comprendre que ça avait été corrigé depuis. Elle avait dit nous sommes en guerre contre la Russie. Non, c'est une guerre avec la Russie, dans une phrase un peu compliquée. Alors, vous savez toujours, quand on découpe, il y a toujours un moment où on dit toujours une bêtise. Mais en la matière, la Russie ne considère pas qu'elle est en guerre avec l'Occident au sens technique du terme, c'est-à-dire au sens juridique qui pourrait dire, eh bien voilà, on rappelle les ambassadeurs, on coupe les relations diplomatiques. Pour l'instant, la réaction de Moscou, via le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il a dit, je cite, « Les Occidentaux surestiment le potentiel que les chars pourraient donner à l'armée ukrainienne. Ces chars vont brûler comme tous les autres. » Voilà, surtout les leurs. Mais oui, bien sûr, donc c'est une indication du fait que alors demain, on pourra avoir la déclaration exactement inverse de je vous rappelle que j'ai des armes nucléaires et que je peux vous détruire tous dans le... Mais aujourd'hui, c'est plutôt... que de la com, et c'est de la com à modérer
parce que les enjeux aujourd'hui pour les Russes, c'est l'immense bataille du Donbass et autour de Bakhmout, le fait d'attaquer de plus en plus de petits villages qui ne sont que des victoires symboliques, puisqu'il n'y a aucun enjeu véritablement stratégique, mais essayer de regagner du terrain au prix d'une des plus grandes boucheries de l'histoire de l'humanité depuis 14-18. Alain Boer, Volodymyr Zelensky, hier soir, demandait missiles longue portée et avions de combat. En fait, on a l'impression que c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une augmentation de l'ampleur des armes qui sont fournies. Les Occidentaux ont commencé par des armes défensives, puis des systèmes de défense anti-aériens, puis des canons. On parle des canons César, en effet. Et maintenant, chars lourds, peut-être demain, missiles longue portée et avions de combat. Oui, on a déjà des centaines de véhicules de l'avant blindés et de véhicules blindés rapides. Donc ceux-là, on les voit pas. Les Marder, évidemment la MX-10, etc. Mais évidemment, depuis le début, les Ukrainiens demandent ce qu'est la logique d'une armée. Une armée, c'est un processus complet, c'est comme des Legos. Chaque pièce vit sa vie, mais il faut l'emboîter dans autre chose pour avoir une armée. Une armée, c'est des fantassins. L'armée ukrainienne est remarquable de ce point de vue-là. C'est des armes anti-chars. Elle en fait un usage extrêmement efficace. C'est des drones. Elle est très en avance, y compris sur les armées occidentales. C'est des chars. Elle en avait beaucoup, mais d'ancienne génération. Elle a maintenant une demande de chars nouveaux. Mais elle a encore une partie de son arme aérienne avec des anciens avions russes. Et les Polonais avaient déjà proposé, il y a plusieurs mois, d'envoyer leurs propres avions russes en échange d'avions américains. C'est la prochaine étape. Mais quand vous disiez tout de à cette l'heure affaire. Et puis c'est les missiles longue portée, voilà, où là les Américains disent depuis le début, y compris sur des missiles moyenne portée, non, car nous ne voulons pas que vous puissiez toucher la Russie, en fait, car là ce serait une escalade, c'est la frontière. La limite, c'est tout ce qui se passe sur le sol ukrainien, c'est de la défense. Oui. Ce qui basculerait, ce qui dépasserait la frontière et toucherait le territoire russe, alors là serait la vraie bascule. Avec des petites opérations commando dont vous avez vu chaque fois que les Russes disaient non, c'est un accident, un mégot mal éteint, un incendie qui s'est déclaré. Mais les missiles longue portée, vous nous disiez tout à l'heure que les Américains avaient bridé volontairement leurs missiles, précisément de 20 km, ceux qui sont déjà livrés. Ce que Volodymyr Zelensky demande, ce serait des missiles de 300 km de portée. On est bien d'accord. Donc de quoi passer très largement la frontière. Mais pourquoi le demande-t-il alors, s'il sait que c'est ce qui entraînerait les Occidentaux Parce qu'il veut faire la guerre chez son ennemi. C'est quand même rare de ne pas pouvoir faire la guerre ailleurs que chez soi. Quand on est envahi, normalement, on fait la guerre chez l'adversaire. C'est le principe de la guerre. La stratégie, ça change tous les jours et ça évolue tous les jours. Mais normalement, vous attaquez aussi celui qui vous attaque pour montrer que vous pouvez faire la guerre sur son territoire. Quand les Américains lancent un bombardement sur Tokyo, c'est pas pour gagner la guerre, c'est pour leur dire vous aussi vous pouvez être bombardés. Quand les Anglais lancent des bombardements sur Berlin, Potsdam ou ailleurs, c'est pour dire la guerre, c'est pas seulement à sens unique. Et donc une guerre, il y a deux belligérants. Est-ce que ça veut dire que pour véritablement gagner cette guerre, l'Ukraine, à un moment ou à un autre, devra faire ce que l'histoire des guerres que vous nous rappelez ce matin montre, c'est-à-dire aller jusqu'à bombarder le sol russe? Alors, c'est tout le débat, mais c'est le choix des Ukrainiens. C'est quand même eux qui sont attaqués. Nous, on fait une guerre par procuration. On n'est pas complices, on est alliés. Non, mais est-ce qu'à un moment, on doit être complice de ça en envoyant, par exemple, comme le demande Volodymyr Zelensky, des missiles longue portée? Non, mais complice, c'est l'auteur d'un crime. C'est pas un vous résistant. Diriez allié. Oui, mais c'est très différent, y compris dans l'état d'esprit général. Je pense qu'il faut faire des choix. On a le choix entre dire, vous savez, c'est le débat. Fallait-il tuer Adolf Hitler? La question se pose. Moi, je suis contre l'assassinat, mais je reconnais qu'il y a des exceptions, comme toujours. Dès qu'on entre dans un sujet qui vous est plus proche ou plus sensible, il est naturel que les Ukrainiens se défendent. Il est naturel que les Ukrainiens récupèrent leur territoire. Il est naturel que les Ukrainiens récupèrent même tout leur territoire. C'est-à-dire que la question de la Crimée n'est pas interdite, elle n'est pas taboue, même si on sait que c'est un enjeu beaucoup plus important pour les Russes qu'une incursion sur leur propre territoire, comme ils l'ont montré au cours des bombardements qui ont eu lieu, y compris sur une base aérienne où il y avait des avions de nucléaire, qui portent les ogives nucléaires russes, et qui a été attaqué par des drones ukrainiens, ou le fait d'avoir coulé leur navire amiral en mer Noire. Donc, on sent bien que les Russes eux-mêmes se fixent des limites par rapport à leur propre doctrine, à leurs propres enjeux. Mais à un moment ou à un autre, l'armée ukrainienne, si elle doit être une armée de type Alliance Atlantique, défendant un territoire, récupérant sa souveraineté, elle doit être une armée complète. Avec peut-être des avions de combat.
Ah ben là, déjà, des avions de combat. Mais avec des avions de combat plus modernes, ou l'autorisation donnée aux Polonais de livrer à l'armée de l'air ukrainienne, qui est toujours vivante. Les Polonais qui le souhaitent. Qui le souhaitent, qui l'ont déjà proposé depuis plusieurs mois, mais qui attendent que les Américains... Les Pays-Bas eux-mêmes aussi ont dit qu'ils étaient prêts. Les Norvégiens, enfin, tout le monde est prêt à faire son effort, les Finlandais sur les chars. Il y a une reconstitution de tous ceux qui ont subi une invasion russe à un moment ou à un autre, ou qui en ont peur, pour dire maintenant on est prêt à aller jusqu'au bout de l'aide à l'Ukraine, y compris d'une manière contre-offensive, ce qui est le sujet au-dessus du purement défensif. Pendant ce temps-là, sur le terrain, la guerre, elle est active. 30 missiles russes ont été lancés cette nuit sur le sol ukrainien. L'Ukraine qui dit à l'instant avoir abattu elle-même 24 drones kamikazes russes. Iraniens, on va dire. Iraniens fabrication iranienne, oui, enfin, on met un petit drapeau utilisation russe. Oui, en général. Merci Alain Boer. En tout cas, pour ce point, on le sent bien, la France hésite, mais la France n'a pas forcément les moyens, de toute façon, au-delà du symbolique, puisque vous nous en avez fait la démonstration d'envoyer ces chars de combat. C'est elle qui a déclenché l'envoi des chars allemands et américains en envoyant les MX-10. C'est un coup politique majeur du président Macron, qui était très en deçà de cette opération et qui a réussi là à exister politiquement sur un terrain où on n'a pas fourni des équipements essentiels en chars lourds, mais on a déclenché un processus qui n'est pas celui d'une escalade, mais d'une mise à niveau par rapport à l'offensive russe. Et en même temps, à la fin, c'est eux qui envoient leurs chars, et pour l'instant, pas nous. Alain Boer, merci à vous en tout cas d'être venu faire le point ce matin sur RMC et BFM TV. Je rappelle que vous êtes professeur de criminologie, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement au Conservatoire des arts et métiers. Et je cite l'un de vos derniers livres, L'espionnage pour les nuls. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.